Bonjour. Tout d'abord, nous allons nous présenter. Donc, ma collègue Noémie Beau et moi-même, Brigitte Pereira, nous sommes toutes les deux ergonomes au SIAMT, votre service de santé au travail. En général, nous intervenons à la demande du médecin du travail pour réaliser des études de poste individuelles ou collectives et des sensibilisations en lien avec le travail sur écran. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter une sensibilisation sur la thématique le travail sur écran, quels moyens de prévention et pour répondre au mieux à vos questions. Alors, quelques petites règles de fonctionnement, hein. Donc, vous regardez en bas de votre écran sur votre droite, vous avez 3 petits icônes. Sondage, donc au cours de cette présentation, nous allons vous mettre 2 petits sondages et en fin de présentation, il y aura un petit questionnaire de satisfaction. Ensuite, vous avez un autre icône qui sont les questions que vous pouvez nous poser, hein. Alors, en coulisses, nous avons notre collègue Céline Werner qui répondra par écrit à vos questions, puis d'autres seront peut-être répondues en direct. Et le petit icône chat qui sont pour toutes les questions techniques, problèmes de connexion et tout ça. Donc là, ça sera Grâce Rebourg qui répondra, qui vous répondra à toutes ces questions. Voilà. On poursuit. Donc, je laisse la parole à Noémie. Alors, bonjour à tout le monde. Effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, dans les premières parties, on verra les 2 principaux risques auxquels expose le travail sur écran. Ensuite, dans une troisième partie, on verra comment vous pouvez agir pour limiter ces risques, pour prévenir les risques et éviter que les salariés soient exposés aux contraintes. Et puis, en dernière partie, on verra quelles ressources et quelles aides financières vous pouvez éventuellement solliciter selon les conditions auxquelles vous répondez pour vous aider à financer des éventuelles pistes d'amélioration. Alors, c'est parti pour le risque de troubles musculo-squelettiques. Déjà, une première définition, que sont les troubles musculo-squelettiques? Donc, ce sont des pathologies qui répondent à 3 principaux critères. Donc, à savoir que ce sont des pathologies multifactorielles. Donc, il faut être exposé dans une certaine durée à plusieurs facteurs de risque pour qu'on puisse parler de troubles musculo-squelettiques. On verra un petit peu plus tard quels peuvent être ces facteurs. Ensuite, ce sont des pathologies à composantes professionnelles. Donc, si on se fait une tendinite, par exemple, dans le cadre d'une activité sportive de loisirs le week-end, on ne parlera pas de TMS. En revanche, si c'est une pathologie qui s'est développée au cours de la vie professionnelle, à ce moment-là, on pourra parler de TMS. Et puis enfin, troisième point, ce sont des pathologies qui touchent les tissus mous périarticulaires, donc tous les tissus qui vont se trouver autour des articulations, les tendons qui vont accrocher les muscles sur les os, les ligaments qui viennent rejoindre les... Alors, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de son. Est-ce que vous m'entendez quand même? Ah, ça va, il y a quand même certaines personnes qui m'entendent. Donc, je disais les ligaments qui viennent relier les os entre eux. Ça peut être aussi les gaines synoviales ou les bourses séreuses, donc les petites capsules de liquide qui permettent de lubrifier les articulations, qui permettent le déplacement des os les uns par rapport aux autres. Et ça peut toucher aussi les nerfs. Donc, à droite, vous avez une petite silhouette avec les exemples de toutes les articulations qui peuvent être touchées et une liste non exhaustive de pathologies qui peuvent être comprises dans les troubles musculo-squelettiques. Donc, au niveau du cou, par exemple, on a les cervicalgies et les névralgies. Au niveau des épaules, des coudes et des poignets, on peut avoir des tendinites, épicondylites, épitrocléites. Au niveau du poignet, on a notamment le syndrome du canal carpien qui est assez connu dans le cadre du travail sur écran. On a le dos qui est pas mal touché aussi dans le cadre du travail sur écran avec des lombalgies, des dorsalgies. Et un petit peu moins souvent, on a les membres inférieurs qui peuvent être touchés au niveau du genou notamment. Et donc, les troubles musculo-squelettiques, ils vont se développer quand il y a un déséquilibre entre les capacités de la personne, donc en fonction de son âge, de son état de santé, et entre les exigences de la situation de travail. Donc, si une personne va être soumise à des contraintes du port de charge, des gestes répétitifs, etc., elle va pouvoir, si elle n'a pas les capacités suffisantes, développer un trouble musculo-squelettique.
Alors, comment se répercutent les troubles musculo-squelettiques? Au début, ça va être simplement de la fatigue musculaire et des sensations inconfortables, des petites raideurs en fin de journée, des courbatures, des choses comme ça. Ça va être les premiers signaux d'alerte auxquels on ne fait pas forcément attention, on ne va pas forcément les relier et penser tout de suite à une pathologie comme ça. Mais si on continue à s'exposer aux facteurs de risque qui ont entraîné le développement de la pathologie, eh bien, on a des douleurs qui peuvent apparaître, qui vont au départ être aiguës, avec des crises où on aura mal par moment, puis ça va se calmer quand on va se reposer. Mais si on continue encore à s'exposer, eh bien, la douleur peut devenir chronique. Et à ce moment-là, ça va être un cercle vicieux duquel il va être compliqué de sortir, puisque en continuant à travailler, on continue à s'exposer et donc on augmente encore la pathologie de l'articulation touchée. Et on peut aller jusqu'à des limitations fonctionnelles. Dans le cadre du canal carpien, par exemple, on a les nerfs qui innervent la main qui passent à travers ce canal, donc on peut avoir une perte de sensibilité et de force au niveau des mains. Et puis, tout ça, ça va avoir un retentissement psychologique aussi, puisque quand on sait que quand on travaille, on va avoir des douleurs et que dans tous les cas, à force d'y avoir été confronté, on sait que ça va arriver, eh bien, on a une perte de motivation. Voilà, c'est moins motivant de travailler dans ces conditions. Et puis, donc, le traitement, je le disais, au début, ça va être simplement du repos pour limiter la fatigue. Donc, on arrête de s'exposer et puis, après une bonne nuit de sommeil ou après un week-end ou des congés, les douleurs disparaissent complètement. Mais plus la pathologie va s'installer, plus on risque d'avoir besoin de traitements qui peuvent être médicamenteux au début et qui peuvent aller jusqu'à la chirurgie avec, si on a une chirurgie, une immobilisation et de la rééducation derrière. Donc, ça peut vraiment avoir des conséquences importantes sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc là, vous avez un petit sondage. Vous pouvez aller sur le petit icône à droite, sondage, pour répondre à cette première question. Donc, selon vous, quels sont les facteurs qui peuvent entraîner l'apparition de troubles musculo-squelettiques, donc de TMS? Donc, vous avez les gestes répétés, une posture assise prolongée, la pratique de la marche régulière, le stress, le manque de soutien du collectif de travail, l'alternance des postures, le sentiment d'absence de reconnaissance, l'autonomie dans son travail. Donc, vous pouvez avoir plusieurs bonnes réponses. On va vous laisser répondre. Alors pour l'instant, on a 100 votants. On attend encore deux petites secondes. On a 115 votants, donc principalement à 29%, vous nous avez dit, ce sont les gestes répétés. Une posture aussi assise prolongée à 29%. Ensuite vient le stress, 23%. Des personnes ont répondu. Le manque de soutien du collectif de travail. Le sentiment d'absence de reconnaissance, 5%. L'alternance des postures, 4%. Donc, du coup, on va aller sur les réponses. Voilà. Alors, donc, effectivement, les facteurs qui peuvent entraîner l'apparition des TMS, ce sont les gestes répétés, une posture assise prolongée, le stress, le manque de soutien du collectif de travail et le sentiment d'absence de reconnaissance. Sur les slides suivantes, vous allez voir effectivement comment ces différents facteurs peuvent... Alors, rebonjour à tous. Excusez-nous pour ce petit aléa technique en lien avec le direct. Donc, nous étions sur la fin du quiz. On avait donné les réponses. Juste avant le quiz, je disais que les TMS étaient des pathologies multifactorielles. Donc, il faut être exposé
pendant une certaine durée à plusieurs facteurs de risque pour développer un TMS. Et puis, dans le quiz, vous étiez une majorité à avoir répondu notamment les gestes répétés et le maintien d'une posture prolongée comme facteurs pouvant entraîner le développement de TMS. Donc, effectivement, les facteurs biomécaniques que vous pouvez voir en haut à droite du petit cercle, ce sont les principaux facteurs auxquels on pense en premier, puisque ce sont ceux qui sont visibles. Voilà, on pense à la personne qui a un travail à la chaîne, qui fait tout le temps les mêmes gestes, qui reste tout le temps dans la même position toute la journée, ou qui porte des charges lourdes. Voilà, ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on a bien compris que c'était des contraintes qui pouvaient entraîner des pathologies. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres composantes, notamment les facteurs individuels. Donc là, on ne va pas forcément les développer, puisque ça, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, puisque ça va être l'âge, par exemple. Plus on est âgé et forcément, plus le corps plus les contraintes vont être difficiles à supporter pour le corps, donc plus on a de risque de développer une pathologie. De la même façon, pour le sexe, les femmes sont plus touchées par les TMS, bien parce que biologiquement, elles ont une musculature moins développée, donc les mêmes contraintes vont être ressenties plus difficilement. L'état de santé aussi, voilà, si on est en bonne santé, ben forcément, on va mieux supporter aussi les contraintes. Mais ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut difficilement agir en tant qu'employeur, en tout cas. Et il y a également l'ambiance physique, donc tout l'environnement dans lequel on travaille. Donc l'environnement thermique, si on travaille au froid, les muscles vont être plus froids, hein, comme l'environnement, et donc on va avoir plus de risques de se blesser. Si on est soumis aux vibrations, de la même façon, ça va perturber la circulation sanguine. Pour les muscles, ça va être plus compliqué d'être correctement oxygéné et nourri. Donc on a aussi ça va aussi en tout cas empirer les contraintes auxquelles on est soumis dans le cadre de l'activité. On peut penser aussi à l'environnement sonore, l'environnement lumineux. Quand on est dans le cadre d'un travail sur écran, par exemple, c'est des choses qui peuvent aussi augmenter les contraintes. Et puis enfin, quatrième famille de facteurs de risque, ça va être les risques psychosociaux. Donc, on va les détailler un petit peu plus tard aussi, mais ils vont pouvoir générer du stress. Donc, quand on est stressé, physiquement, on est plus tendu aussi, les muscles sont plus contractés. Selon la perception qu'on a de son activité, si notre travail a du sens, si on aime faire ce qu'on fait, on va mieux supporter les contraintes que si c'est quelque chose, si on va un petit peu à reculons au travail le matin. Et puis, tous ces facteurs de risque, eh bien, ils apparaissent selon les déterminants de l'activité, donc notamment l'organisation du travail, le management, l'autonomie qu'ont les salariés dans le cadre de leur activité, l'aménagement du poste, le conflit éthique. Là encore, ça reprend la perception qu'on a de son travail. Si on fait un travail dont les valeurs sont en accord avec nos valeurs propres, eh bien, ça va nous aider, nous motiver à travailler. Oups là, j'ai passé la diapo. Selon l'aménagement du poste, selon la morphologie de la personne, l'aménagement va être plus ou moins confortable pour la personne. L'autonomie, donc si on peut choisir quand on prend une pause, la durée de sa pause, si on peut choisir l'organisation de sa journée, son planning, quand on fait ses tâches, etc., ça va être plus facile aussi d'aménager son activité pour limiter les contraintes. Donc là, on va poursuivre. Donc sur la partie, on va faire un petit zoom sur la partie des facteurs biomécaniques. On va commencer par le petit encadré là vert, qui est la répétitivité, hein, c'est-à-dire c'est les gestes répétés que vous faites et la fréquence de ces gestes répétés. Hein. Ensuite, il y a les efforts et les maintiens. C'est le maintien de votre posture pendant une période prolongée, hein, sans changer de posture. Hein. Il y a aussi les postures contraignantes ou les angles articulaires qui peuvent être contraignants, c'est-à-dire pour vos membres supérieurs ou pour votre dos ou et également pour vos cervicales. C'est aussi des postures que vous adoptez pour aller récupérer du matériel, tout ça. On verra après. Et tout ça aussi, ça a un impact en fait, c'est la durée d'exposition. Si vous êtes exposé
exposé à ces facteurs biomécaniques 5 minutes ou si vous êtes exposé 8 heures, ça n'aura pas le même impact. Voilà, donc au niveau des facteurs biomécaniques. On va poursuivre. Hop. Là, on va sur les angles articulaires du dos. Donc, vous avez un petit schéma qui reprend en fait les angles articulaires qui sont acceptables, non recommandés ou à éviter. Donc, on voit au niveau de la flexion, c'est-à-dire que si vous êtes droit, ça va, c'est acceptable pour votre dos, c'est moins contraignant au niveau des vertèbres, des disques vertébraux. Plus vous êtes en flexion vers l'avant, plus vous avez, ça a un impact sur les vertèbres, sur les disques, et ça va être très sollicitant et ça peut engendrer des contraintes au niveau du dos. Pareil, l'extension, c'est quand vous allez chercher un classeur, vous allez chercher une boîte de dossier ou quoi que ce soit, et que ce sont sur des étagères assez hautes, on a tendance en fait à se pencher un petit peu vers l'arrière et à tendre les bras pour récupérer ce qu'on souhaite aller chercher. Donc l'extension, c'est pareil, c'est très sollicitant pour le dos. La flexion latérale, c'est par exemple quand vous allez chercher des documents ou des papiers dans votre caisson et que vous êtes assis, du coup vous vous penchez pour récupérer vos outils. Et pareil, la rotation, la torsion, c'est parfois quand on a l'imprimante qui est derrière nous ou un dossier qui est derrière, et on a tendance à se tourner plutôt que de se lever, et du coup ça engendre des contraintes aussi au niveau du dos. On va poursuivre. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle la pression interdiscale en fonction des postures que vous adoptez. Donc, sur ce petit schéma, vous pouvez voir finalement que quand vous êtes allongé, la pression interdiscale au niveau de vos lombaires est très minime. Et quand on est en position debout aussi, fait partie des postures où la pression interdiscale est moins importante. Par contre, quand on est assis, vous voyez par exemple assis en train de travailler sur son ordinateur, et ça a une pression interdiscale assez importante, et c'est encore plus important si vous êtes assis et que vous manipulez par exemple des colis ou quelque chose de lourd, où là ça va avoir un impact plus important au niveau interdiscal, au niveau de vos vertèbres. Voilà, donc on voit ce petit schéma, on poursuit. Au niveau des angles articulaires du cou, donc là, on vous a mis différentes petites images et photos qui représentent les angles articulaires du cou qui peuvent être contraignants. Alors, sur le plan sagittal, c'est-à-dire quand vous êtes en flexion, c'est-à-dire que vous baissez votre cou, par exemple, pour regarder votre clavier ou vos documents, vos supports papier que vous mettez entre vous et votre clavier. Du coup, vous faites énormément de flexion-extension parce que vous passez du document à votre écran, de l'écran à votre clavier, et ça engendre des douleurs au niveau cervical. Vous avez aussi au niveau du plan transversal, c'est-à-dire c'est les rotations. Là, pareil, c'est quand vous mettez par exemple vos documents plutôt sur le côté et que vous passez votre temps entre votre écran et vos documents sur le côté. Et vous faites dans ces cas-là beaucoup de rotation de votre cou. Donc voilà, c'est aussi une posture qui est très contraignante pour les cervicales et qui à terme engendre des douleurs. Et puis vous avez aussi sur le plan frontal les flexions latérales, c'est-à-dire quand vous regardez pareil vos documents, mais pareil également aussi quand vous êtes au téléphone et que vous avez besoin d'avoir vos deux mains libres pour pouvoir faire de la saisie ou faire autre chose. Du coup, on a tendance à bloquer son combiné entre l'épaule et le cou, et du coup, on a tendance à pencher sur le côté. Et là, c'est aussi une posture qui est contraignante, surtout si on a énormément d'appels téléphoniques et si c'est des appels qui durent pendant aussi un moment.
On va poursuivre. Au niveau des épaules, qu'est-ce qui peut être contraignant pour les épaules aussi? C'est l'amplitude que vous avez avec votre épaule, c'est-à-dire quand vous partez vers l'avant, par exemple, pour aller récupérer votre combiné de téléphone ou des documents que vous avez besoin et qui ne se trouvent pas dans la zone de confort, qui est la zone de confort, c'est la zone au niveau de vos avant-bras. Vous n'avez pas besoin de tendre vos bras. C'est à partir du moment où vous devez tendre vos bras vers l'avant, et du coup, vous sollicitez l'articulation de votre épaule. Pareil, quand vous avez des documents qui sont sur le côté éloigné ou votre caisson avec tous vos matériels, comme vous voyez là sur le côté, du coup, vous penchez et vous tendez votre épaule vers le côté. Hein. C'est ce qu'on appelle de l'abduction. Et donc, dans ces cas-là, vous sollicitez énormément votre épaule. On retrouve ça aussi quand il y a des personnes qui éloignent un peu même beaucoup leur souris sur la droite, et du coup de passer du clavier à la souris, l'amplitude de mouvement vers la droite est contraignant pour l'épaule. Hein. On poursuit d'autres angles articulaires aussi qui peuvent être contraignants. Là, c'est pour le coude et les poignets. Par exemple, comme tout à l'heure, quand vous êtes au cours d'un appel téléphonique et que vous avez besoin de tenir votre combiné et que vous restez un moment, vous êtes là et vous repliez votre coude, et du coup, ça a un impact sur l'articulation de votre coude qui est en flexion importante. Le poignet, qu'est-ce qui touche surtout le poignet? C'est quand vous avez les pattes de votre clavier qui sont remontées. Du coup, vous avez tendance à casser votre poignet pour aller toucher les touches, surtout les touches du haut, qui nécessitent que vous cassiez un peu plus le poignet, ou quand votre souris aussi est trop grosse et que vous la prenez en main, du coup, vous cassez aussi votre poignet. Il y a aussi ce qui peut arriver, les personnes qui ne bougent pas leur souris, et en fait, c'est leur main qui bouge, c'est-à-dire qui va vers la gauche ou vers la droite pour faire bouger la souris. C'est ce qu'on appelle une déviation du poignet, et du coup, c'est très sollicitant pour cette articulation de la souris dans ce mouvement-là. Donc, c'est important, c'est plutôt de bouger l'ensemble et pas juste le poignet. C'est pas au poignet de bouger. Autre mouvement contraignant aussi, c'est les mouvements au niveau de la main. C'est la prise en pince de précision, par exemple pour les personnes qui écrivent beaucoup, c'est très sollicitant aussi. C'est les gestes répétitifs de cisaillement, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de documents à couper, et surtout quand ils sont en quantité. Il y a le geste de précision avec la main, par exemple, c'est la graffeuse pour les personnes qui passent beaucoup de temps à graffer des documents. Et pareil, plus vous avez de documents à graffer ensemble, et plus vous sollicitez les articulations de votre main, donc c'est aussi très contraignant. Il y a les mouvements répétés avec vos doigts, c'est-à-dire quand vous cliquez surtout l'index, vous faites énormément de clics, ou le scroll, c'est la petite roulette quand vous avez besoin de faire défiler les lignes sur votre écran. Et ça, ce sont des mouvements qui sont répétés, qui sont très contraignants pour les articulations des doigts. Il y a les mouvements répétés avec plusieurs doigts, c'est quand on fait principalement de la saisie sur le clavier. Et il y a l'appui aussi prolongé sur le talon de la main. C'est quand on est mal installé par rapport à son poste de travail, et que du coup on casse son poignet par exemple pour utiliser la souris. Voilà, donc là, ce sont vraiment des facteurs de risque au niveau biomécanique. Hein. Voilà, donc effectivement, on a vu les facteurs biomécaniques, mais tout à l'heure, on a dit aussi que les facteurs psychosociaux jouaient aussi un rôle important dans le développement des troubles musculo-squelettiques. Donc, quel est le lien entre les facteurs de risque psychosociaux et les TMS? Donc, quand on a plusieurs éléments de l'organisation du travail, par exemple, une charge de travail importante, donc soit parce qu'on est en sous-effectif, soit parce que la charge de travail a augmenté temporairement ou non. Si on a peu d'autonomie, qu'on n'est pas impliqué dans les décisions qui sont prises dans le travail, dans l'organisation de nos tâches,
Si on a une forte pression temporelle, qu'on n'a pas une très bonne ambiance, qu'on a une pression de la part de la hiérarchie, qu'on doit travailler dans l'urgence, que l'avenir est incertain. Voilà, il y a énormément, là encore, c'est une liste non exhaustive, hein, ce sont des exemples. Si, par exemple, avec la crise du Covid, il y a des entreprises qui sont retrouvées en difficulté, bah, ça, c'est un élément qui peut être stressant pour les personnes. Donc, le stress est un des symptômes par lequel les facteurs de risque psychosociaux vont se traduire. Et puis, il va entraîner, donc l'adrénaline liée à ce stress va augmenter une augmentation du rythme cardiaque et donc de la tension artérielle. Donc, à long terme, on peut aussi risquer de développer d'autres types de pathologies. La tension musculaire va être accrue. Donc, comme je le disais au départ, on va être plus crispé, plus tendu. On va serrer plus fort quand on va devoir taper sur son clavier ou cliquer sur sa souris, par exemple. Donc, déjà, le temps de repos va être augmenté, puisque la contrainte sera plus importante. Et le stress va aussi entraîner une augmentation de la perception de la douleur. Donc, la même contrainte va être perçue plus difficile que si on est dans un environnement psychosocial plus favorable. Et là encore, c'est une balance, puisque le stress, c'est une perception entre nos ressources et les exigences de la situation de travail. Donc, ce ne sont pas des liens de cause-conséquence directs, mais selon les personnes, il y en a qui vont être plus ou moins sensibles aux facteurs de risque psychosociaux. Et donc, ça va venir impacter de façon plus ou moins importante le risque de développer des troubles musculo-squelettiques. On a vu aussi les facteurs organisationnels qui vont se recouper un petit peu avec les facteurs psychosociaux, puisqu'ils peuvent là aussi entraîner du stress qui va augmenter le risque de développer des troubles musculo-squelettiques. Donc, s'il y a peu d'entraide, s'il n'y a pas une très bonne ambiance dans l'équipe et un très bon soutien de la part des collègues, voilà, si on ne peut pas forcément compter sur les collègues pour nous aider quand on a une difficulté ou un pic d'activité, c'est un facteur de stress. Si on a des objectifs qui sont trop élevés, qu'on sait d'avance qu'ils ne sont pas atteignables ou très difficilement, que ce soit en termes de qualité, de quantité, là aussi, ça peut générer du stress. Si on fait beaucoup d'heures supplémentaires, donc on a une durée de travail très importante, ou si on a très peu de pauses, notamment parce que la charge de travail est importante, on ne va pas forcément pouvoir récupérer suffisamment et donc là encore, ça va augmenter la fatigue et le stress qui vont venir aggraver le risque de troubles musculo-squelettiques. Donc voilà, c'était le tour des facteurs biomécaniques et psychosociaux et organisationnels. Si on revient un petit peu sur le maintien des postures, le corps humain est fait pour avoir un travail dynamique, donc c'est la succession des contractions et des relâchements des muscles qui vont permettre l'oxygénation et l'apport des nutriments aux muscles et l'évacuation des déchets issus de la contraction. Quand on maintient une position statique pendant longtemps, donc par exemple quand on est assis derrière son bureau à son poste de travail sur écran sans bouger, eh bien les muscles vont devoir rester contractés pour maintenir cette posture, pour maintenir le dos droit, pour maintenir la tête droite au-dessus des épaules. Et donc, le sang va avoir plus de mal à circuler et donc plus de mal à apporter l'oxygène et les nutriments aux muscles et pareil, à évacuer les déchets. Donc, c'est là qu'on peut avoir des crampes au niveau des jambes, on peut avoir des sensations de fourmillement, voilà, des sensations d'inconfort qui sont contraignantes pour la circulation et pour les muscles. Donc, ça va être important, on le verra après dans les pistes d'amélioration, mais de faire notamment des pauses assez fréquentes pour pouvoir redynamiser la circulation sanguine et changer de position. Ok, donc là on va poursuivre aussi sur les ambiances physiques qui ont aussi leur importance. Il y a l'ambiance thermique, c'est-à-dire que quand on a une température inférieure à 20 degrés, surtout quand on est en posture assise, pour essayer de se réchauffer, on a tendance à se contracter au niveau des muscles et c'est un facteur de risque de TMS parce que du coup on est contracté et ça accentue les douleurs.
Et il y a une vasoconstriction, en fait, on a notre corps se thermorégule et les organes qui sont les principaux maintenus à une température de 37 degrés, c'est notre cerveau, c'est notre cœur, c'est nos intestins, c'est à ce niveau-là. Et les extrémités sont beaucoup moins bien irriguées. D'où le fait que souvent, quand on a froid, c'est quels sont les membres qui sont les plus froids, c'est les extrémités, c'est-à-dire les doigts des mains et des pieds. Et donc, il faut faire attention, surtout que on fait beaucoup de saisies et on est en train de faire beaucoup de frappes. Donc, si on a les doigts qui sont froids, ça risque d'être encore plus douloureux au niveau des articulations des doigts. Donc, voilà, quand c'est une température assez froide dans les pièces. Il y a aussi autre chose qui est contraignant, c'est l'ambiance lumineuse. Lorsqu'on travaille dans un éclairage inadapté, du coup, pour travailler correctement, on essaye de compenser en adoptant des postures contraignantes, c'est-à-dire si on n'a pas assez d'éclairage, on va avoir tendance à se rapprocher de son écran ou de ses documents pour mieux les voir. Et du coup, on va solliciter, par exemple, son dos, on va solliciter beaucoup plus sa vision. Autre ambiance aussi, ce sont les ambiances sonores, c'est-à-dire les bruits ambiants qui sont le bruit des machines, par exemple des photocopieuses, les différents déplacements des collègues dans les locaux, brouhaha, parce que par exemple les personnes discutent au même temps qui parlent, ou pareil aussi les conversations téléphoniques ou les visios, surtout que maintenant on travaille beaucoup en espace partagé. Et du coup, ces bruits ambiants engendrent une fatigue auditive, mais également nerveuse, parce qu'on n'arrive plus à se concentrer aussi efficacement. Donc, c'est source de stress, ça nous irrite. Il y a aussi un manque de confidentialité, et du coup, ça peut avoir un impact sur nous, voilà, parce que du coup, on est beaucoup plus stressé, du coup, on a tendance à se contracter beaucoup plus. Il y a aussi le positionnement du bureau, comment est installé le bureau par rapport aux fenêtres et également par rapport à l'éclairage, c'est-à-dire aux luminaires qui peuvent engendrer l'un comme l'autre ou des reflets sur l'écran ou des éblouissements. Et du coup, pour compenser, on va faire des mouvements de la tête pour essayer de voir au mieux son écran et être le moins gêné possible. Il y a aussi le positionnement du bureau par rapport aux différents accès, par exemple par rapport à la porte d'entrée. Si vous êtes dos à la porte d'entrée, et du coup, ça peut être source de stress parce que du coup, vous êtes sur une activité, vous vous y attendez pas et la porte s'ouvre d'un seul coup, ça peut vous faire sursauter, c'est pas très agréable. Pareil, si quelqu'un rentre, vous avez tendance à tourner la tête ou tout le corps pour voir qui arrive. Et du coup, ça engendre des postures qui sont contraignantes, et d'autant plus si les passages sont réguliers et qu'on ouvre régulièrement votre porte ou qu'on arrive derrière vous. Voilà, donc ça aussi, ça peut être source de troubles musculo-squelettiques. Donc là, on a fait le tour en détail des risques de troubles musculo-squelettiques, mais on avait dit aussi que le travail sur écran expose au risque de fatigue visuelle. Donc là, ça va être un petit peu plus rapide puisque c'est quelque chose qu'on a tous déjà rencontré, aussi bien au travail que dans notre vie privée aussi, puisqu'on peut être beaucoup sur écran. Donc la fatigue visuelle, ça va se traduire par tous les petits symptômes qu'on peut ressentir quand nos yeux ou notre vue est fatiguée. Donc ça peut être des picotements, des rougeurs, les yeux secs qui piquent, on a envie de se frotter les yeux. En fin de journée, on peut aussi avoir plus de mal à accommoder, donc on va avoir un petit peu flou, ou alors il faudra forcer pour voir plus net. Ça peut aller jusqu'aux maux de tête aussi. Et donc là, le point positif, ça va être que contrairement au TMS, où on peut développer une pathologie importante qui peut nécessiter des traitements importants également, eh bien, quand on quitte les écrans des yeux et qu'on se repose suffisamment longtemps, normalement, les symptômes disparaissent. Et en tout cas, à ce jour, il n'y a pas encore d'études qui prouvent que l'exposition aux écrans peut diminuer l'acuité visuelle.
Donc, pourquoi aussi les écrans sont fatigants? Puisque vous voyez sur le schéma que quand on regarde au loin, les muscles des yeux sont relâchés et c'est pas contraignant pour l'œil de regarder, par exemple, un paysage. Alors que quand on regarde un écran, on regarde forcément de près et rester en vision de près pendant longtemps, ça demande aux muscles de rester contractés et donc, comme tous les autres muscles du corps, les muscles des yeux vont se fatiguer et au bout d'un certain nombre d'heures, eh bien, c'est là qu'ils peuvent avoir du mal à rester contractés, donc on va voir flou parce que ils ne peuvent plus maintenir une contraction suffisante pour accommoder. Donc voilà, là vous avez un nouveau sondage que vous pouvez aller répondre également. Donc ce petit sondage, c'est selon vous, quels sont les facteurs qui peuvent être source de fatigue visuelle? Donc est-ce que ça peut être l'orientation de votre écran, regarder au loin, la nature de la tâche, le manque d'humidité dans l'air, écouter de la musique en travaillant, le manque de pause, l'éclairage, manger trop salé et mettre des plantes dans son bureau. Donc, on vous laisse quelques instants pour pouvoir répondre au sondage. Ah. Alors, est-ce qu'on a un petit problème technique? Le sondage n'a pas l'air de se mettre. Bon. Alors, bonjour à tous, je me permets, on a eu un souci technique, on n'a pas pu mettre le sondage dans l'onglet sondage. Donc, ok, d'accord, bon, excusez-nous, petit problème technique encore. Ah oui, à cause du bug, oui, il est plus à cause du bug. Ouais. Donc, bon, on va vous apporter les réponses alors. Donc, selon quels sont les facteurs qui peuvent être source de fatigue visuelle, effectivement, l'orientation de l'écran par rapport à ce que on vous disait précédemment, par rapport aux fenêtres, par rapport aux éclairages. La nature de la tâche que vous faites, si c'est une tâche qui nécessite de la concentration, que ce sont peut-être des chiffres aussi, c'est beaucoup plus sollicitant ou un tableau avec beaucoup d'informations. Le manque d'humidité dans l'air, effectivement, quand vous êtes dans une pièce qui est assez sèche, c'est souvent avec la climatisation, ça engendre un air ambiant qui est sec et du coup, ça va assécher beaucoup plus rapidement vos yeux. Le manque de pause, comme vous disiez tout à l'heure Noémie, quand vous êtes devant votre écran, vous sollicitez beaucoup la vue de près et du coup, quand on sollicite la vue et qu'on la met pas au repos, par exemple, en passant d'une vision de près à une vision de loin, ça engendre des contraintes visuelles. Et l'éclairage, si vous avez ou trop d'éclairage ou pas assez d'éclairage, ça va avoir un impact aussi sur votre vision. Donc, on va poursuivre. La fatigue visuelle, donc les facteurs de risque, effectivement, donc l'éclairage inadapté, c'est-à-dire si vous avez un niveau d'éclairement qui est trop élevé ou une source lumineuse dans le champ visuel, ça risque d'engendrer des éblouissements. Quand on dit une source lumineuse dans le champ visuel, c'est-à-dire qu'elle est juste au-dessus et qu'elle vient en fait vous éclairer sur votre poste de travail ou qu'elle est dans le champ de votre regard. Il y a aussi le niveau d'éclairement quand il est insuffisant. Ça nécessite des efforts visuels plus importants parce que vous devez du coup focaliser plus pour pouvoir mieux regarder. Niveau d'éclairement, c'est par exemple, on le voit en hiver, quand c'est le matin ou en fin d'après-midi, si on n'allume pas la lumière, du coup, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir regarder. Ça nécessite beaucoup plus d'efforts. Donc, voilà, c'est important d'éclairer assez bien son écran et d'avoir un éclairage ambiant qui est suffisant pour pouvoir avoir une certaine homogénéité, excusez-moi, entre l'éclairage ambiant et l'éclairage de votre écran. Parce que sinon, votre œil doit systématiquement s'accommoder entre l'éclairage de votre écran qui est important et l'obscurité.
Il y a aussi le positionnement de votre écran par rapport aux fenêtres. Donc, c'est soit vous êtes face à la fenêtre et du coup, vous allez avoir un éblouissement direct, c'est-à-dire que vous allez avoir la lumière qui vous arrive directement et ça vous éblouit. Soit vous êtes dos à la fenêtre et là, en fait, vous allez avoir des reflets sur votre écran. C'est ce qu'on appelle un éblouissement indirect. C'est-à-dire qu'en fait, l'image qui est derrière votre dos va se refléter sur votre écran et c'est beaucoup plus sollicitant parce que vous êtes obligé d'essayer de voir ce qu'il y a sur l'écran. Il y a aussi le fait quand notre écran est trop près des fenêtres, ça peut engendrer soit des éblouissements directs ou indirects en fonction du soleil, soit le positionnement du soleil va engendrer un reflet sur l'écran ou vous allez l'avoir sur votre visage. Pareil, le positionnement de l'écran, ça peut être aussi si votre écran est positionné trop loin ou trop près de vos yeux. S'ils sont trop loin, du coup, vous allez être obligé de vous pencher vers l'avant pour pouvoir regarder. Ou s'il est trop près, vous allez être obligé de faire une accommodation encore plus importante et ce qui va engendrer une fatigue visuelle plus importante. La qualité de l'air, comme je le disais précédemment, un air qui est trop sec, qui est lié au chauffage, à la climatisation, va engendrer une sécheresse oculaire. Puis il y a aussi tout ce qui est facteur individuel, avec l'âge, effectivement, ça peut avoir un impact. Lorsqu'on a un défaut visuel qui est pas corrigé ou mal corrigé, votre état de santé, certaines pathologies aussi engendrent des problématiques visuelles. La prise de certains médicaments aussi peuvent engendrer des problématiques au niveau visuel. Alors, d'autres facteurs de risque, c'est la durée de travail devant votre écran et la nature des tâches. C'est le maintien de la vision de près. Du coup, comme vous disiez tout à l'heure, Noémie, c'est une contraction prolongée des muscles de la vision en vision de près. Quand on est dans cette position, on cligne beaucoup moins des paupières et du coup, on n'humidifie pas nos yeux, donc ça crée une sécheresse oculaire. L'alternance de papier-écran ou d'interface, c'est-à-dire passer d'un écran noir à un écran blanc quand on travaille sur double écran, ça nécessite un effort d'accommodation entre ces interfaces. Il y a aussi la taille et les caractéristiques des écrans. Si vous avez un écran qui est trop petit, comme l'ordinateur portable, du coup, ça nécessite d'avoir un effort visuel plus important puisque les caractères sont plus petits que sur un écran PC. Un écran qui est trop grand, un 24 pouces ou deux écrans de chacun plus de 20 pouces. Du coup, vous avez une surface d'écran rétroéclairé qui est plus importante et qui augmente, en fait, qui engendre une sollicitation visuelle plus importante pour pouvoir couvrir l'ensemble des deux écrans ou d'un seul écran s'il fait 24 pouces. Et pareil, le choix de votre écran, si votre écran a une dalle qui est brillante, ça engendre beaucoup plus de reflets et d'efforts visuels. Autre chose qui engendre aussi de la fatigue visuelle, c'est le paramétrage de votre écran. Si vous avez une luminosité qui est trop importante, ça va créer des éblouissements. Au contraire, quand vous avez aussi des contrastes qui sont insuffisants, un contraste de couleur insuffisant, ça va demander des efforts visuels aussi importants. Et une température de couleur qui est inadaptée à l'activité si votre écran est trop blanc ou quoi que ce soit. Et les contrastes de couleurs, il y a certaines couleurs qui ne vont pas ensemble parce que c'est beaucoup moins lisible. Vous le voyez là, par exemple, du rouge sur du jaune, du bleu sur du blanc ou du blanc sur du vert. Du vert, c'est beaucoup plus difficile à lire. Et du coup, ça nécessite un effort plus important. Pareil, le travail sur deux écrans de taille ou de paramétrage différents, ça aussi, c'est beaucoup plus sollicitant pour la vue parce que quand les deux écrans sont de taille différente, automatiquement, la taille de caractères sont différents. La luminosité aussi n'est pas la même, les contrastes et la température. Du coup, ça demande un effort d'accommodation lors du passage d'un écran à un autre pour que votre œil puisse voir correctement ce qu'il y a, les informations qui sont dessus.
On poursuit. Hop là. Alors, effectivement, maintenant qu'on a vu les deux principaux risques auxquels expose le travail sur écran, c'est important de savoir qu'il faut agir le plus tôt possible, donc en prévention qu'on appelle primaire, pour éviter justement d'entrer dans le cercle vicieux de l'apparition de la douleur qui peut entraîner le développement d'une pathologie chez le salarié et donc une absence, enfin en tout cas des absences plus ou moins longues et plus ou moins répétées qui pour l'entreprise vont avoir des conséquences aussi bien sur le collectif que sur la productivité en elle-même. Et puis à long terme, si la personne développe un handicap, eh bien, il va falloir trouver une possibilité pour reclasser cette personne, pour la garder en emploi. Et on prend le risque qu'elle s'expose à la désinsertion professionnelle si ça n'est pas possible dans l'entreprise ou même dans une autre entreprise sur le même métier. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place justement pour agir le plus tôt possible, qu'on va voir tout de suite. Donc, les différentes pistes de prévention au niveau de l'ambiance thermique. Donc, on a vu qu'il fallait respecter certaines recommandations. Donc, vous avez la norme X35203. Donc, sans entrer dans le détail, globalement, cette norme, elle dit qu'il faut respecter, dans le cadre du travail sur écran, une température comprise entre 20 et 24 degrés. Après, c'est selon le confort de chacun. Et une humidité relative comprise entre 40 et 60%. Donc ça, c'est un élément qui participe, par exemple, pour répondre à votre question, Nathalie, à limiter la sécheresse oculaire. Si l'humidité dans l'air est bonne, en tout cas dans les recommandations, eh bien, c'est un des éléments qui peut aider. Ensuite, il faut éviter les chauffages sous le bureau, donc notamment les chauffages d'appoint qui sont placés sous le plan de travail, parce que là, on a l'air chaud qui va réchauffer que le bas du corps, ça va créer une différence qui n'est pas très confortable pour l'organisme. Donc, on privilégie des systèmes de chauffage et de climatisation qui permettent d'avoir une température homogène dans toute la pièce. On évite aussi de placer le poste de travail juste en dessous de ce système de climatisation ou de chauffage, si on a par exemple des clims réversibles au plafond. Et de la même façon, on évite d'avoir le flux d'air qui nous souffle directement sur la nuque, par exemple. C'est pas très confortable et là aussi, ça peut créer une différence de température. Et si malgré ça, on n'a pas une humidité suffisante, on peut ajouter des plantes pour améliorer aussi l'hygrométrie. Alors, l'amélioration de l'ambiance lumineuse, il est important de privilégier au maximum la lumière naturelle, c'est-à-dire la lumière extérieure, la lumière du soleil, du jour. Au niveau des postes de travail, c'est 300 à 500 lux. Alors, ça se mesure avec un luxmètre pour savoir ça. C'est votre poste de travail, c'est-à-dire c'est pas votre écran qu'il faut éclairer, mais c'est votre bureau où vous avez votre clavier, vos documents papier, tout ça, c'est 300 à 500 lux. Il est important aussi d'avoir des stores à lamelles, surtout si vous êtes à proximité des fenêtres et que, en fonction de la journée, vous êtes ébloui ou que vous avez des reflets sur vos écrans, d'utiliser les stores à lamelles orientables, ce qui vous permettra de les régler de façon à être moins perturbé par l'éclairage extérieur. Autre chose qui est important, c'est aussi au niveau de l'éclairage artificiel. Il est plutôt important de privilégier un éclairage indirect. C'est-à-dire que l'éclairage va aller vers le plafond et du coup ça va créer plutôt un éclairage plus confortable sur l'ensemble du poste de travail. Si c'est des éclairages directs, d'installer des dispositifs anti-éblouissement, d'avoir la possibilité aussi de régler l'intensité de l'éclairage. Et d'avoir une température au niveau des ampoules de couleur entre 3000 et 4000 Kelvin. En fait, c'est ce qu'on appelle un éclairage neutre. Voilà, c'est ce qui est moins sollicitant. Donc, aucune source lumineuse dans le champ visuel des salariés ou à 30 degrés au-dessus des yeux pour éviter les éblouissements. Voilà. Donc, pour ça, ce qu'il faut, c'est mettre les rangées
les postes entre les rangées de luminaires, si du coup l'éclairage est direct, comme vous pouvez voir là sur la petite image. En fait, il ne faut pas que le bureau soit juste en dessous de l'éclairage, parce que sinon ça va être très gênant pour le salarié et qui se retrouvera ébloui par cette lumière. Des sources lumineuses à l'aplomb du poste de travail et de l'écran si l'éclairage est indirect. Vous voyez là, par exemple, c'est si vous avez un halogène, il doit être placé à l'aplomb de façon à avoir un éclairage suffisant sur le poste de travail. Il est aussi important de préférer des plafonds clairs et mat pour éviter du coup les écarts de luminance et les éblouissements. Parce que si vous avez une peinture qui est brillante, ça peut être gênant au niveau, ça va créer des éblouissements, ça va, voilà, c'est pas recommandé. Donc plutôt mat. Et pareil, avoir une lampe d'appoint avec variateur d'intensité, ce qui permettra de régler l'éclairage en fonction de la journée. Effectivement, par exemple, à 16h ou à 17h, il fait moins nuit qu'à 18h. Et du coup, ça permet de régler la luminosité afin d'avoir une certaine homogénéité. Je te laisse la parole. Pardon, je n'avais pas allumé mon micro. Alors ensuite, au niveau de l'environnement sonore, donc là encore, il y a pas mal de choses à faire pour améliorer l'ambiance sonore. Par exemple, si on a des grands espaces partagés, donc des open space, on peut élaborer une charte de bonne pratique. Donc, on va ensemble rédiger des petites règles à respecter. Donc, par exemple, les discussions informelles ou en tout cas hors travail, on va les faire plutôt à l'extérieur. On évite de claquer les tiroirs et les portes des placards. On utilise un micro ou en tout cas un casque avec un micro pour parler plus doucement quand on est en téléphone. On met les téléphones sur vibreur, voilà, ce genre de choses. Ensuite, on prévoit un espace suffisant par personne dans les bureaux. Donc, on a la norme NFX 35102 qui délimite un petit peu les espaces minimum recommandés. Donc, si on a un bureau individuel, ça va être de 10 mètres carrés. Si on a un bureau partagé, donc à partir de 2 personnes et plus, on va prévoir 11 mètres carrés par personne. Donc, si on a 2 personnes, 22 mètres carrés, etc. Et si on a en tout cas un bureau partagé avec des tâches bruyantes, donc par exemple des communications téléphoniques ou quand on reçoit des personnes, qu'on doit échanger avec des personnes, à ce moment-là, on va prévoir 15 mètres carrés par personne. Ensuite, on évite dans tous les cas, même si on fait des open space ou des bureaux partagés, de prévoir un trop grand nombre de personnes. Donc, 5 personnes dans un bureau collectif, c'est bien, ou en tout cas, on ne va pas plus haut que 10 ou 12 personnes. Ensuite, on peut prévoir des salles de réunion, donc justement pour éviter d'avoir trop de bruit quand on a besoin de travailler ensemble dans les open space. On peut prévoir donc soit des salles de réunion pour travailler ensemble, soit à l'inverse, des petites zones où on peut s'isoler dans le cadre d'un appel téléphonique. Ensuite, si on a des téléphones sans fil, ça peut permettre aussi aux personnes de se déplacer pendant l'appel. Voilà, si elles pensent que ça va être un appel court, voilà, elles vont pouvoir décrocher à leur poste, mais si finalement elles se rendent compte qu'elles ont besoin de discuter un peu plus longtemps, à ce moment-là, elles vont pouvoir sortir et aller s'isoler justement dans les zones dédiées pour éviter de gêner les collègues. Ensuite, quand on a des grands espaces, on peut aussi utiliser du mobilier ou des cloisons pour limiter le bruit aussi et la répercussion du bruit qui va amplifier l'effet. On peut isoler aussi toutes les machines bruyantes qui vont, en plus du bruit de la machine, générer les allers-retours des personnes et les éventuelles discussions, donc devant la photocopieuse, devant la machine à café par exemple. On prévoit une salle de repos qui est bien isolée de l'espace de travail pour qu'on ne puisse pas déranger les personnes qui sont en train de travailler quand on est en pause devant la machine à café. On garde des espaces de circulation suffisants pour qu'il n'y ait pas trop de passages juste à côté des bureaux aussi. Et puis, si malgré ça, les espaces sont trop bruyants, qu'il y a un petit peu un brouhaha de fond, eh bien, on peut isoler au plafond, au sol, avec différents éléments adaptés
pour éviter justement la répercussion du pouce. Et là encore, vous avez une norme, donc la norme NF S31199 que vous voyez dans l'encart en haut à droite si vous souhaitez aller un petit peu plus loin pour avoir des recommandations un petit peu plus précises. Alors, je poursuis. Donc, idéalement, comment il faut essayer de positionner son bureau, hein. Donc, essayez de le positionner perpendiculairement aux fenêtres, du coup, pour éviter les éblouissements directs ou indirects, hein, comme je vous disais précédemment, hein. Ensuite, idéalement, c'est que votre écran soit placé à minimum à 1,5 m de la fenêtre, parce que si vous êtes collé à la fenêtre, ça va aussi engendrer des reflets ou des éblouissements. Donc, du coup, si vous vous éloignez un petit peu à peu près 1,5 m, du coup, vous n'aurez plus d'éblouissements ou de reflets sur votre écran. Je crois que quelqu'un a posé une question. On recommande à nouveau une surface minimum, là, c'est la norme AFNOR, NFX 3502, un bureau individuel 10 m², un bureau partagé, c'est 11 m² par poste de travail de ce bureau partagé. Et si c'est un bureau partagé avec une activité téléphonique importante, c'est 15 m² par poste de travail. Éviter l'implantation aussi des postes de travail directement face à un mur ou dos à la porte d'entrée. Face à un mur, parce que du coup, vous n'avez pas cette possibilité de passer d'une vision de près à une vision de loin puisque vous avez votre mur. Et du coup, vous permettez pas à votre œil de passer et du coup de pouvoir cligner, tout ça. C'est beaucoup plus sollicitant pour la vue. Donc, évitez d'être face à un mur et dos parce que ça nous fait adopter des postures contraignantes pour regarder qui arrive ou sursauter quand on est dans une activité qui nécessite de la concentration. Il est aussi important de prévoir un espace de recul suffisant derrière votre poste de travail. Alors, pour accéder à son poste de travail, c'est 1 mètre. C'est pour pouvoir reculer votre chaise quand vous allez vous asseoir ou pareil, quand vous voulez vous lever. C'est quand on se lève, c'est en général, on recule un peu de notre chaise et pour se lever. Si on n'a pas un espace de recul suffisant, on peut se prendre soit le mur s'il se trouve derrière, soit le collègue. Et pareil, si vous avez du passage, c'est-à-dire quand on travaille en espace partagé ou en open space, entre deux personnes, il faut qu'il y ait 1,80 m pour que les deux puissent reculer leur siège et qu'une personne puisse passer au centre. Voilà, sans risquer de créer un accident de travail. Voilà. Alors, ensuite, une fois qu'on a bien implanté son poste de travail, comment on règle son poste de travail? Donc, en général, le bureau a une profondeur de 80 cm, donc c'est les profondeurs standards qui permettent justement de pouvoir régler son écran à une distance suffisamment éloignée des yeux. En termes de hauteur, l'idéal, c'est d'avoir un bureau réglable. Donc, on peut avoir et la position assise, comme on voit ici sur l'illustration, et la position debout, où on va relever le bureau et pouvoir travailler debout pour changer de posture. Puisqu'on a vu tout à l'heure que le maintien d'une position assise statique est contraignante pour l'organisme. Sinon, si on a un bureau plus classique qui n'a pas une hauteur réglable, les hauteurs standards sont d'environ 72-74 cm, mais au minimum, il faut 70 cm pour qu'avec un siège de bureau, on puisse réussir à régler correctement tout le matériel. Ensuite, on va régler son siège de façon à avoir les pieds à plat au sol, donc que le siège ne nous comprime pas les cuisses sous le bureau et à la fois nous permettent d'atteindre le plan de travail. Le dossier, on va le régler de façon à nous soutenir le dos suffisamment. Si on a un renfort au niveau des lombaires, on va pouvoir venir l'ajuster dans le creux en bas du dos. Les accoudoirs, on va les régler de façon à ce qu'ils nous soutiennent suffisamment les avant-bras sans qu'on ait les épaules crispées. Et on va venir garder les poignets et la main dans le prolongement de l'avant-bras en évitant d'exercer des pressions au niveau des poignets notamment.
Ensuite, on va garder la tête droite et on va venir régler le haut de l'écran à la hauteur des yeux. Donc, de façon à ce qu'en baissant un tout petit peu les yeux, on puisse balayer tout l'écran et qu'on n'ait pas à faire des mouvements de tête qui vont être contraignants pour les cervicales. Quoi d'autre? On peut incliner un petit peu l'écran de façon à ce que toute la surface de l'écran soit à la même distance des yeux. Et donc, ça limite la fatigue visuelle puisqu'on n'a pas à accommoder à chaque fois quand on passe, par exemple, du haut de l'écran au bas de l'écran, s'il est à une distance différente. En termes de distance entre l'œil et l'écran, il est recommandé de respecter une distance de 50 à 70 cm. Donc, ça correspond à environ un bras tendu. Une fois que vous avez réglé votre siège face à votre plan de travail, quand vous tendez les bras, l'écran doit être à peu près au bout du bras. Voilà, et puis on garde les pieds bien à plat au sol, ou on verra après qu'on peut ajouter un repose-pied si jamais nos pieds ne reposent pas au sol. Je vois qu'on a une question de Laurence sur les verres progressifs. Il est recommandé de baisser un petit peu l'écran, donc pas de mettre le haut de l'écran à la hauteur des yeux si on a des verres progressifs, mais plutôt de le baisser, puisque justement la vision de près va être dans la partie basse des lunettes. Donc il faut baisser l'écran pour qu'on puisse le voir à travers le bas des lunettes, justement. Et dans tous les cas, même si on adopte cette posture qu'on appelle du moindre inconfort, eh bien, ce n'est pas une posture idéale, puisque si on la maintient trop longtemps sans faire de pause, elle va quand même finir par devenir inconfortable. Ok. Donc, lors de l'achat de bureaux, donc voilà ce qu'il faut éviter. Ce sont les arêtes vives qui peuvent comprimer les avant-bras. Vous voyez, c'est les bureaux qui sont bien droits. On vous a mis ici une petite image. Donc, il faut faire attention. Les plans de travail qui sont arrondis sur la partie intérieur où le salarié se positionne, parce que du coup, quand on a des sièges avec des accoudoirs, on ne peut pas les régler correctement. Il faut éviter aussi que le pied du bureau gêne la mobilité et les jambes, c'est-à-dire il y a des bureaux qui ont un pied au milieu central ou qui ne sont pas bien aux extrémités et du coup qui peuvent gêner le salarié dans ses mouvements. Il faut aussi faire attention lors de l'achat de bureaux qu'il n'y ait aucun élément à moins de 54 cm de l'extrémité du plan de travail, c'est-à-dire des barres métalliques ou des tablettes, ce genre de choses, parce que du coup, vous allez comprimer votre cuisse dessus ou vous allez vous cogner en changeant de position. Donc, comme vous pouvez voir là sur la petite image en bas. Éviter aussi les bureaux avec tiroirs sous le plan de travail parce que du coup, on n'arrive pas à régler correctement son siège par rapport à notre morphologie et à la hauteur du plan de travail. Donc, pas de tiroir sous le plan de travail. Éviter aussi les plans de travail blancs ou qui ont un revêtement qui est brillant parce que du coup, ça risque de créer des éblouissements et c'est perturbant au niveau visuel. Pareil, attention de ne pas prendre des plans de travail en verre ou en métal parce que ce sont des matériaux qui sont froids et du coup c'est inconfortable pour les articulations des poignets, tout ça, puisqu'on touchera sur cette surface qui est froide et qui réfléchissent aussi plus la lumière. Donc faites attention à ça lors de l'achat de vos bureaux. Alors, ce que nous, on vous recommande, c'est d'avoir un bureau avec un plan de travail qui soit adapté à l'activité, c'est-à-dire que vous ayez assez de place pour pouvoir mettre l'ensemble du matériel dont vous avez besoin, par exemple votre écran ou double écran, votre clavier, vos documents papier, voilà, tout ce que vous avez besoin. Alors, le minimum qui est recommandé, c'est un plan de travail de 1,20 m de long et une profondeur de 80 cm pour pouvoir éloigner suffisamment son écran.
Privilégier les bureaux droits parce que du coup, si vous avez un bureau droit, c'est plus facile pour régler son siège et régler ses accoudoirs qui sont là en fait pour soutenir vos bras. Les accoudoirs doivent être le prolongement du plan de travail et ce qui permet aux personnes de travailler de façon confortable. Alors que quand vous avez un bureau qui est en forme arrondie, du coup, vous n'avez pas cette possibilité d'utiliser correctement les accoudoirs. La hauteur du plan de travail, si possible, doit être adaptée à la taille du salarié et à l'activité. Alors, vous avez différentes possibilités. Soit une hauteur réglable par le piétement, c'est-à-dire que vous disposez au niveau du piétement de différentes plages de réglage, ce qui permettra de l'adapter à la taille de la personne qui l'occupe, c'est-à-dire soit vous mettez en dessous de 70 cm sous le plan de travail, soit au-dessus. Par exemple, pour les personnes de plus petite taille, il faudra mettre peut-être moins que 70. Et pour les personnes qui vont peut-être faire 1,90 m ou 2 m, du coup, ça permettra de rehausser le plan de travail et d'éviter que les gens s'installent mal devant leur bureau. Si vous avez des bureaux qui sont ou que vous achetez des bureaux réglables en hauteur, électrique ou avec une manivelle, ça va permettre justement d'alterner ces postures entre la posture assise et debout, ce qui favorisera effectivement ce changement de posture et qui sollicitera plus l'ensemble des muscles et limitera les contraintes liées à une posture assise de façon prolongée. Et là, c'est pareil, quand vous vous mettez debout, il faut retrouver un peu la position de assis, c'est-à-dire les bras en angle à 90 par rapport au plan de travail. Alors, par contre, si vous n'avez pas ou n'achetez pas de bureau réglable en hauteur ou via le piétement ou électrique ou à manivelle, la hauteur fixe en position assise doit être au-dessus du plan de travail de 72 cm et en dessous le plan de travail de 70 cm. On vous conseille aussi que l'épaisseur du plan de travail ne soit pas de plus de 3 cm parce que si c'est trop épais, c'est contraignant pour une bonne installation devant son bureau. Alors, je ne sais pas si les questions. Alors, une fois qu'on a choisi son plan de travail, c'est important d'avoir un siège aussi qui nous offre suffisamment de réglages pour pouvoir tendre vers la posture du moindre inconfort qu'on a vu juste avant. Donc déjà, la base de tous les sièges de bureau, c'est d'avoir un piétement avec 5 branches avec des roulettes, donc qui vont nous permettre de nous asseoir correctement, de changer de position facilement. Les roulettes doivent être adaptées au type de sol, donc si c'est un sol plutôt dur ou plutôt mou. Ensuite, ça peut être bien d'avoir une assise qui est réglable donc en hauteur. Là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les sièges de bureau, mais qui peut être réglable en profondeur aussi, de façon à ce qu'on puisse venir l'avancer ou la reculer selon la longueur des cuisses, puisque selon notre taille, eh bien, si le siège est trop grand, ça peut venir comprimer l'arrière des genoux et ça va compliquer encore plus la circulation sanguine qui est déjà entravée quand on a une position assise prolongée. Ensuite, on va choisir des accoudoirs qui ont le plus de réglages possible, puisque si on a des accoudoirs non réglables, il y a peu de chances pour qu'ils soient parfaitement adaptés à la morphologie de la personne, ou en tout cas de tous les salariés. Et ils peuvent au contraire gêner plus qu'être bénéfiques. Donc, il y a des accoudoirs qui sont réglables uniquement en hauteur. Là, on prend le risque qu'ils soient trop écartés et donc qu'ils obligent à maintenir les bras écartés et que là encore, ils soient plus inconfortables que bénéfiques. Et après, on peut avoir des accoudoirs qui sont réglables en écartement et en rotation, donc vers l'intérieur ou l'extérieur, pour augmenter encore cette plage cette amplitude d'écartement pour pouvoir s'adapter au plus grand nombre de morphologies. Et puis, on a des accoudoirs qui sont aussi réglables en rotation, pardon, j'ai dit profondeur, mais c'était en rotation. Et donc là, en profondeur, ça va nous permettre de nous avancer plus ou moins du plan de travail, là encore en fonction de la morphologie. Ensuite, on va choisir un revêtement plutôt souple et confortable, qui soit suffisamment dense pour bien tenir dans le temps, notamment s'il est utilisé très souvent, très longtemps, par exemple quand c'est des postes partagés ou qu'il y a plusieurs personnes sur le poste au cours de la journée.
On peut avoir un appui-tête. Il y a des personnes qui apprécient les soutiens cervicaux, pardon. Et notamment, les personnes qui ont des problèmes au niveau des cervicales, c'est d'autant plus important d'avoir un petit soutien au niveau de l'appui-tête. Et pour le dossier, on va le choisir suffisamment haut pour qu'il vienne maintenir tout le dos. Et idéalement, réglable en hauteur et avec un renfort au niveau des lombaires qui puisse venir maintenir vraiment le creux au niveau du bas du dos, qui est la zone qui est souvent le moins soutenue quand on a un dossier trop droit qui n'est pas adapté à la morphologie ou qui n'est pas réglable. Ensuite, on a la majorité des dossiers qui sont inclinables et bloquables ou non. Donc, on va pouvoir choisir l'inclinaison dans laquelle on le souhaite. On peut soit le laisser bien droit, soit l'incliner un petit peu en arrière, alterner entre les deux selon ce qui est le plus confortable pour nous, selon si on souhaite changer de position. Ça peut permettre d'incliner plus ou moins le bassin aussi, donc changer la position des membres inférieurs. Et il y a également des sièges qui ont une tension de basculement réglable. Donc, on va pouvoir régler la force avec laquelle le dossier nous renvoie le basculement. Donc là, selon son poids, on va pouvoir ajuster une tension plus ou moins importante. Et ça permet aussi d'utiliser tous les micro-mouvements quand on est assis pour changer un petit peu de position. Il existe différents mécanismes de siège qu'on va voir juste après. Et dans tous les cas, pour tous ces critères, c'est important de demander l'avis ou en tout cas de faire tester aux salariés le siège, puisque il a beau avoir le maximum de réglages, selon la morphologie et les préférences des personnes, le même siège ne va pas être forcément ressenti de la même façon par tout le monde. Je pensais qu'on avait le détail sur les mécanismes, mais du coup, on ne l'a pas. Vous l'aurez dans le support qui vous sera envoyé. Donc, effectivement, il y a des supports où il y a uniquement le dossier qui bascule en arrière. Il y a des sièges où l'assise et le dossier vont basculer en même temps avec les mêmes angles d'avant en arrière. Il y a des sièges où on va pouvoir régler et l'inclinaison de l'assise et l'inclinaison du dossier indépendamment. Ou il y a encore des mécanismes où on peut... où en fait le pied va être un petit peu décalé pour que ce soit basculant mais décentré. Et là, ça va utiliser tous les micro-mouvements du corps pour nous changer un petit peu de position. Donc tout à l'heure, on a vu qu'il fallait avoir les pieds bien à plat au sol. Si après le réglage de notre siège, ce n'est pas le cas, c'est important de rajouter un repose-pied. Sachant que ça, c'est un équipement que l'employeur doit fournir si un salarié en fait la demande. Dans tous les cas, même si on a les pieds à plat au sol, quand on a les pieds devant son siège, c'est bien d'avoir un repose-pied pour pouvoir allonger un petit peu les jambes. Là encore, changer de position, ouvrir l'angle des genoux, donc pour favoriser la circulation sanguine, et ouvrir également l'angle des hanches. Pardon. Donc, il faut faire attention à choisir un plateau suffisamment large et profond pour pouvoir bien reposer les pieds. Il y en a qui ont la possibilité de basculer ou de se verrouiller dans certains angles. On peut choisir l'inclinaison où on souhaite bloquer le repose-pied, donc selon si on allonge plus ou moins les jambes. Et puis, certains sont réglables en hauteur aussi. Donc là, si on n'a pas les pieds qui reposent au sol, c'est bien de pouvoir régler la hauteur pour pouvoir l'ajuster vraiment à nos besoins. Et c'est important qu'il soit antidérapant pour qu'on n'ait pas et les pieds qui glissent ou le repose-pied qui glisse quand on pose les pieds dessus. Sinon, on peut vite ne plus l'utiliser. Ensuite, une fois qu'on a réglé son siège et éventuellement ajouté un repose-pied, on va pouvoir régler son écran. Donc, on commence toujours par le siège puisque l'écran va venir se régler par rapport aux yeux. Donc, selon le réglage de son siège, nos yeux ne seront pas à la même hauteur. Donc, on choisit son écran idéalement réglable en hauteur et en inclinaison. Hein. Comme on a vu tout à l'heure, il faut venir amener le haut de l'écran à la hauteur des yeux. Donc, c'est plus simple si l'écran est directement réglable. Ça évite les petits plans B où on ajoute des ramettes de papier sous l'écran pour venir augmenter la hauteur. Et puis en inclinaison, donc pour pouvoir l'incliner légèrement en arrière.
et que toute la surface soit à la même distance des yeux. On choisit plutôt des écrans mat ou traités anti-reflet pour éviter tous les risques de reflets ou d'éblouissement, comme le disait Brigitte tout à l'heure, en fonction de la lumière artificielle ou naturelle. On choisit un écran suffisamment grand pour que la lecture soit assez facile, mais pas trop grand non plus, puisque au-delà de 24 pouces, ça va être plus fatigant pour les yeux, ou au-delà de 20 pouces si on a 2 écrans. Si on travaille sur 2 écrans, c'est idéal que ce soit exactement les mêmes, donc le même modèle de la même marque, pour pouvoir simuler un seul grand écran pour les yeux, et là encore qu'il n'ait pas à accommoder à chaque passage d'un écran à l'autre, qui va être fatigant pour lui. On va pouvoir comme ça régler les paramètres exactement de la même façon, la luminosité, le contraste, etc. Sinon, si on a 2 écrans différents, on va essayer d'utiliser ces paramètres pour se rapprocher le plus possible des mêmes caractéristiques sur les 2 écrans. Vous avez en dessous les petits schémas sur comment positionner ces écrans quand on en utilise 2. Donc, si on utilise les 2 écrans de la même façon, on va venir les mettre en arc de cercle devant soi pour simuler un grand écran incurvé. Donc, on va légèrement les incliner sur le côté. Là encore, de façon à ce qu'en balayant les écrans des yeux avec soit juste les yeux, soit une légère rotation de la tête, on puisse voir tout l'écran sans accommoder à chaque fois. S'il y a un écran qu'on utilise principalement et que l'autre est plus un écran secondaire qu'on vient consulter temporairement, eh bien, dans ce cas-là, on va mettre l'écran principal en face, comme si on n'avait qu'un seul écran, pour que l'écran qu'on consulte le plus souvent soit le mieux réglé possible. Et puis, on va venir mettre l'écran secondaire sur le côté. Donc là, ça va être plus contraignant de le consulter, puisqu'il va falloir tourner la tête de façon un petit peu plus importante. Mais comme c'est moins fréquent, l'idée, ce soit que les contraintes soient quand même réduites. Il existe aussi des bras articulés. Donc là, ça peut être bien si on reçoit des personnes dans son bureau, par exemple. Donc, on va pouvoir alterner entre les différentes tâches. On met son écran en face quand on est seul devant son écran et puis on le décale sur le côté si on a quelqu'un en face de soi avec qui échanger. On peut le tourner si si la personne a besoin de voir l'écran. Voilà, ça peut être pratique. Si on a besoin de le régler à une certaine distance par rapport à sa vision. On avait la question tout à l'heure sur les verres progressifs. Et bien là aussi, ça augmente en fait les possibilités de réglage puisque simplement en le déplaçant avec la main, on va pouvoir venir le déplacer très facilement. On peut régler la taille des caractères qu'on lit, mais là aussi, ça peut permettre d'avancer ou de reculer l'écran selon les besoins. Et puis, si le plan de travail n'est pas suffisamment profond, eh bien d'avoir un bras articulé, ça libère tout l'espace du pied que prend habituellement l'écran. Donc, ça peut être une solution aussi. Et enfin, si on a besoin de consulter son écran en mode portrait, eh bien, ça peut permettre de le décaler, donc selon ses tâches, de pouvoir facilement changer l'orientation de l'écran. Ok, donc là je vais poursuivre, c'est sur les solutions techniques la souris. Alors ce qu'on vous recommande c'est plutôt d'acheter des souris adaptées à la taille de la main des salariés. Parce qu'en fonction de la taille, si on a une petite main ou une grande main, la taille de la souris est différente. Il existe différents modèles, il y a des tailles S, M ou L, et également des souris en fonction de la latéralité de l'utilisateur, c'est-à-dire si l'utilisateur est gaucher ou droitier, parce que sinon c'est contraignant pour un gaucher d'avoir une souris d'un droitier, et c'est pas toujours possible quand c'est par exemple les souris verticales qui sont des souris qui sont faites pour ou la main droite ou la main gauche. Ensuite, une souris standard, idéalement, il faut que ça soit qu'elle soit le plus plate possible pour du coup réduire l'extension du poignet, parce que si elle est trop grosse, automatiquement vous allez casser votre poignet, ça va comprimer le canal carpien, donc le plus plat possible. Avec une longueur de fil suffisante pour pouvoir la manipuler sans avoir la contrainte. Si le fil est trop court, vous êtes obligé de rester à tendre le bras parce que le fil, vous n'arrivez pas à ramener la souris jusqu'à vous. Donc, c'est important d'avoir un fil suffisamment grand ou alors sans fil, pareil, qui soit juste en Bluetooth.
Il est important aussi de régler la vitesse du pointeur et de la molette. Du pointeur parce que si la vitesse c'est trop lent, quand vous allez déplacer votre curseur, vous allez faire de nombreux mouvements pour qu'il se déplace. Alors n'hésitez pas à augmenter cette vitesse. Et pareil, la molette, c'est-à-dire faire défiler plus de lignes à la fois, surtout si vous faites de la lecture, parce que ça va défiler, je crois qu'en règle générale, c'est 4-5 lignes. Et du coup, ça sollicite énormément votre index. Vous êtes tout le temps en train de faire avec la roulette. Donc, n'hésitez pas à faire ces réglages-là. Pareil, si vous avez une souris standard et que vous êtes gaucher et que vous l'utilisez à gauche, n'hésitez pas aussi à aller utiliser le paramétrage et inverser les boutons pour adopter une bonne position. Ne pas tordre votre poignet pour aller cliquer sur le bouton de gauche. Voilà, et important de choisir une souris qui soit adaptée à l'activité. Alors, vous avez différentes souris alternatives en fonction pour prévenir l'apparition de certaines TMS ou pour compenser un handicap. Voilà, vous avez la souris verticale qui limite en fait la torsion de l'avant-bras et qui évite la compression du canal carpien. Donc, il y a différents modèles et différentes inclinaisons. Et là, c'est pareil, il faut bien choisir en fonction si vous êtes droitier ou gaucher. Vous avez ce qu'on appelle la souris sans préhension, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de la tenir. En fait, vous arrivez à la déplacer au même temps que vous déplacez votre main, puisque vous posez votre main dessus. C'est beaucoup moins sollicitant. Et vous avez la souris centrale. Du coup, ça évite d'avoir ces mouvements vers la droite puisque la souris est positionnée le long de votre clavier, comme vous voyez là sur la photo. Et du coup, c'est juste vos mains qui se déplacent de l'avant vers l'arrière. Et ça évite, quand les personnes ont des problèmes d'épaule, ça évite ce problème-là de passer du clavier à la souris, et qui peut être très contraignant, surtout si on a une utilisation importante de la souris et du clavier. Ensuite, on va poursuivre sur le clavier. Alors, ce qu'on recommande, c'est plutôt des claviers fins et posés à plat, c'est-à-dire ne pas relever les pattes, mais bien les fermer pour vous éviter de casser les poignets. Et en évitant de casser les poignets, vous évitez de comprimer ici le canal carpien. Un revêtement qui soit mat pour éviter les reflets, parce que sinon, vous allez être gêné lorsque vous faites la saisie. Pareil, avec une longueur de fil suffisant ou sans fil pour pouvoir positionner correctement votre clavier au plus près de vous, c'est-à-dire de façon à ce que vous ayez les bras le long du corps repliés et que vous puissiez taper sur votre clavier, ne pas tendre les bras vers l'avant. Et important aussi de choisir un clavier qui soit adapté à l'activité. Alors, il existe pareil différents claviers alternatifs. Excusez-moi. Alors, c'est des claviers dissociés compacts. Pardon. Alors, ce type de clavier, c'est-à-dire que le clavier n'a pas de pavé numérique, ce qui limite l'amplitude de mouvement entre le clavier et la souris. Ça vous permet de rapprocher la souris et du coup, ça soulage votre épaule parce qu'elle n'a pas besoin de faire un mouvement aussi ample vers la droite. Si vous utilisez un pavé numérique, que ça vous embête de pas utiliser celui du clavier compact, vous pouvez aussi disposer d'un pavé numérique séparé et dans ces cas-là, idéalement, c'est de le positionner à gauche, ce qui permettra de rééquilibrer la charge entre la main gauche et la main droite et de moins solliciter le côté droit. Il existe aussi d'autres claviers qui s'appellent séparables ou ajustables qui permettent de les adapter en fonction de la largeur de nos épaules et de positionner les poignets de façon naturelle, les poignets et l'avant-bras. La largeur, en fait, c'est en fonction si quelqu'un qui est assez large d'épaule, le fait que le clavier soit séparable, ça vous permet d'avoir une bonne disposition et pas de vous retrouver avec les bras dans cette position-là. Il y a d'autres types de claviers qui existent, des caractères agrandis, surtout pour les personnes qui ont des problématiques visuelles, qui ont du mal à voir les lettres sur leur clavier. Donc, il existe des touches plus grandes. La lettre sur la touche est plus importante. Vous avez aussi des claviers avec une disposition Bepo. En fait, c'est les touches, les lettres qui sont les plus utilisées se trouvent dans la rangée
qui engendre le moins d'efforts et donc qui est moins contraignant. Mais bon, c'est-à-dire qu'il faut se réhabituer à un nouveau clavier, à une saisie qui est différente. Ensuite, il existe d'autres claviers qui sont des claviers médicaux, lavables ou pliables en fonction du coup des besoins qu'on a. Ensuite, le porte-document. Alors, le porte-document, c'est principalement pour les personnes qui utilisent le clavier, donc, et l'écran et des supports papier. C'est-à-dire que où est-ce qu'on positionne ces papiers? Tout à l'heure, je vous disais que entre le clavier et vous, c'était pas idéal parce que du coup, ça engendre des flexions, flexions-extensions des cervicales et qu'à long terme, ça crée des douleurs au niveau des cervicales. Et sur le côté, pareil, ça engendre des douleurs cervicales. Donc, ce porte-document, pour nous permettre d'avoir une posture neutre, c'est-à-dire qu'il soit dans l'alignement, c'est-à-dire écran, document, clavier, ce document doit être placé entre l'écran de votre ordinateur et votre clavier et légèrement surélevé, ce qui va limiter la fatigue visuelle parce que ça va rester dans votre champ visuel et ça va permettre de réduire les sollicitations au niveau des cervicales et du dos parce que du coup, vous n'allez pas regarder votre écran comme ça ou sur le côté. Voilà, le porte-document doit être placé à ce niveau-là. Là, pareil, il existe différents modèles. Vous avez des modèles qui sont pliables et ultra légers, ce qui permet de pouvoir les emmener lorsque vous faites du télétravail ou vous vous déplacez sur d'autres sites. Sinon, vous avez aussi le modèle qui est avec une tablette coulissante ou en carton, ce qui permettra en fait de rapprocher les documents au-dessus de votre clavier pour pouvoir noter dessus sans avoir à partir vers l'avant et noter. Voilà, donc ce sont différents modèles de porte-documents que vous pouvez utiliser, surtout si vous utilisez énormément les supports papier. Ensuite, excusez-moi, le téléphone et le micro-casque. Alors, idéalement, le téléphone doit toujours être placé du côté de la main non dominante, c'est-à-dire en général du côté de la main gauche, puisque le côté droit est déjà très sollicité par le clavier, le pavé numérique et la souris. Si en plus vous mettez votre téléphone, du coup, vous avez tendance à l'éloigner, ça sollicite encore plus votre côté droit. Donc, plutôt du côté gauche et le rapprocher pour éviter de tendre le bras vers l'avant. Privilégier aussi l'utilisation d'un casque téléphonique en cas d'activité téléphonique importante, c'est-à-dire si vous avez de nombreux appels ou si vous avez des appels qui durent plus ou moins longtemps, c'est-à-dire par exemple 30 minutes, ça vous évite d'adopter des postures contraignantes. Et le casque téléphonique vous permettra aussi de libérer vos mains pour prendre soit des notes ou pouvoir saisir directement sur votre clavier en utilisant bien vos deux mains. Le casque téléphonique, surtout s'il est sans fil, vous permet d'alterner les postures entre une posture assise et debout, comme par exemple lorsque vous êtes en discussion avec quelqu'un, ça vous permet de vous déplacer, ou lorsque vous avez besoin d'aller récupérer un dossier dans le classeur, vous pouvez rester toujours en communication et vous déplacer jusqu'à l'armoire pour récupérer ce dont vous avez besoin. Alors là, pareil, il existe différents modèles. Vous avez le casque monaural, c'est-à-dire que vous n'avez qu'un seul écouteur. Et là, c'est surtout si vous travaillez dans une ambiance sonore qui est calme ou si vous avez besoin d'échanger régulièrement avec vos collègues. Et le casque binaural, c'est-à-dire donc 2 écouteurs, c'est si vous êtes par exemple dans un open space ou vous êtes par exemple téléconseiller. Là, il y a un bruit ambiant qui peut être plus important, donc ça permet de s'isoler et d'avoir une meilleure qualité d'écoute. Ensuite, vous avez aussi faire attention dans le choix de l'achat de ces casques, la connectivité, c'est-à-dire si c'est juste pour les fixes ou si vous avez la possibilité d'avoir un casque qui fasse fixe, portable, tablette et ordinateur. Ça permettra d'utiliser le même casque pour toutes ces utilisations-là.
Vous avez aussi un autre modèle qui est l'oreillette. Et là, vous avez l'oreillette avec soit le serre-tête, soit le contour d'oreille ou le contour de nuque. Et là, c'est à définir avec l'ensemble des salariés quel est le casque qui convient le mieux à l'activité. Pareil, dans le choix des casques, il faut faire attention au poids du casque. Alors, on vous conseille maximum 60 grammes pour un casque monaural et 90 pour un binaural, parce que si les casques sont trop lourds, les salariés ne vont pas les utiliser. Et si vous utilisez le téléphone portable, pensez aussi à utiliser votre kit main libre pour vous permettre de vous déplacer régulièrement. Alors, on va poursuivre sur l'ordinateur portable. Je suis désolée, je vais un peu plus vite parce que pour essayer de rester dans les temps, pour pas trop déborder. L'ordinateur portable, afin de réduire les contraintes posturales et visuelles liées à l'utilisation d'un ordinateur portable seul, parce que du coup, on ne peut pas dissocier l'écran du clavier, ça engendre des postures qui sont contraignantes. Et pareil, du coup, quand on veut saisir sur son clavier, soit l'écran il est trop proche et ça nécessite une visualisation, une accommodation plus importante, ou il est éloigné mais il est trop bas, voilà, donc ça engendre des contraintes au niveau du dos et des cervicales. Idéalement, c'est de placer l'ordinateur sur un support réglable en hauteur, ce qui vous permettra de le rehausser au niveau de vos yeux ou légèrement plus bas si vous portez des verres progressifs. Il est important aussi d'utiliser un clavier et une souris externe, ce qui vous permettra du coup de pouvoir éloigner votre écran à une distance convenable et d'avoir votre clavier et votre souris installés de façon confortable, ne pas tirer vos bras vers l'avant. Et en cas de déplacement fréquent, on vous conseille plutôt de choisir des ordinateurs légers parce que souvent, on porte déjà tout son matériel. Si l'ordinateur est lourd, ça apporte des contraintes supplémentaires pour les salariés. Donc, privilégiez plutôt un ordinateur léger. Et pour plus de confort, si c'est possible, c'est d'utiliser Windows Station ou une station d'accueil et un écran externe, parce qu'un écran PC, effectivement, pour visualiser les informations, les données, c'est beaucoup plus confortable que l'écran d'un ordinateur portable. Donc là, pareil, il existe différentes possibilités. Vous avez des supports ultra légers, repliables, et qui vous permettent de régler en différentes hauteurs. Vous avez aussi le support avec le porte-document intégré, surtout pour les personnes qui utilisent énormément des supports papier. Vous avez un repliable et qui est facilement transportable parce qu'il est tout petit et très léger, ou vous en avez pareil qui sont directement attachables à votre écran, à l'ordinateur, ce qui vous évite par exemple de l'oublier ou au bureau ou à la maison. Alors ensuite, les solutions techniques quand vous télétravaillez et la mobilité. Alors qu'est-ce qu'on entend par mobilité? C'est par exemple les personnes comme les commerciaux qui se déplacent énormément et qui ont parfois leur bureau à la maison. Alors l'essentiel, c'est-à-dire pour les personnes qui télétravaillent, c'est d'avoir un rehausseur, un support pour ordinateur portable, un clavier et une souris externe, un téléphone portable professionnel et un kit main libre, justement pour pouvoir téléphoner de façon tranquille, surtout si vous êtes en voiture ou si vous êtes en réunion, vous voulez vous déplacer dans la maison ou quoi que ce soit. Ça vous évite d'être tout le temps assis. Et pareil, de disposer de moyens de communication pour rester en contact avec le manager, avec les collègues, avec des moyens de communication type Teams, Skype ou d'autres outils. Pour les personnes qui font beaucoup de déplacements et qui travaillent principalement au domicile ou en coworking, c'est important quand même d'avoir, en plus de tout le matériel que je viens de vous dire, c'est d'avoir un écran PC. Au niveau visuel, c'est beaucoup moins contraignant. Avoir un bureau
un siège de bureau qui soit réglable, multi-réglable, pour pouvoir l'adapter à sa morphologie, et un repose-pied si besoin. Voilà pour tout ce qui est au niveau technique, solution technique. Voilà, donc là, on va terminer rapidement, puisqu'on a déjà dépassé l'heure, sur les pistes d'amélioration humaine et organisationnelle. Et bien là, tout simplement, on va venir agir sur tous les facteurs de l'organisation du travail qui peuvent être source de risques psychosociaux, comme on a vu tout à l'heure. Donc, au niveau du management, par exemple, on va essayer de développer l'entraide et le collectif au niveau des équipes de travail. On va donner de l'autonomie et des marges de manœuvre aux salariés. On va leur montrer qu'on est reconnaissant de leur travail, de la qualité du travail qu'ils font. On va impliquer les salariés dans les décisions pour que ce soit le plus adapté possible à leurs besoins. On peut mener aussi des actions de formation et d'information, donc au niveau des salariés pour régler leur matériel, au niveau des services généraux pour acheter du matériel adapté, et au niveau de l'encadrement pour former au management bienveillant. Au niveau des ressources humaines, on peut aussi s'assurer que les salariés ont les formations adaptées pour réaliser les tâches qui leur incombent, pour utiliser les outils, pour avoir un bon équilibre entre la vie privée et professionnelle, notamment ceux qui télétravaillent ont pu être exposés à des difficultés sur ce plan-là. Le droit à la déconnexion également. Et puis, au niveau de l'organisation du travail, on fait attention à ce que les objectifs soient atteignables tout en prenant des pauses, en ayant une charge de travail correcte. Ensuite, pour finir, avec les aides financières qui existent et les ressources auxquelles vous pouvez faire appel si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Il existe notamment au niveau de l'assurance maladie des aides financières pour les entreprises de moins de 50 salariés, donc qui s'appelle TMS Pro Diagnostic, pour financer des études ergonomiques par un ergonome ou la formation d'une personne en interne qui pourra elle-même faire des diagnostics dans l'entreprise. Et une aide financière qui s'appelle TMS Pro Action, qui là, une fois qu'on a eu le diagnostic ou l'étude ergonomique, va nous permettre de financer les équipements nécessaires pour limiter les risques de troubles musculo-squelettiques. Alors, donc là, c'est pour les bénéficiaires de la loi de février 2005 sur le handicap, pour les RQTH, invalidité. Il y a différents organismes. Il y a l'AGFIP, qui est surtout pour le secteur privé. Il y a le FIPHFP qui est pour le secteur public, et le OETH qui est pour la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif. Et donc là, c'est pareil, il y a des aides financières. Alors, une pour construire les recommandations en vue de l'aménagement technique et organisationnel d'une personne en situation de handicap. Là, il y a des études au préalable, des études ergonomiques, et qui vont apporter du coup ces recommandations afin d'aménager le poste du salarié. Et puis après, il y a ces aides financières pour financer des solutions techniques, humaines ou organisationnelles pour permettre d'adapter le poste au handicap. Et du coup, vous retrouvez là en dessous les liens où vous pouvez télécharger les différentes demandes pour pouvoir bénéficier de ces aides. Donc, vous avez les liens juste en dessous. N'hésitez pas aussi, excuse-moi Noémie, 2 petites minutes, à solliciter le Cap Emploi de votre département qui pourra vous aider aussi dans les démarches et qui vous aidera à monter le dossier si besoin. Alors, en plus de ça, on vous invite aussi à consulter l'INRS et le site de l'ANACT ou de l'ARACT, donc l'Agence nationale ou régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui ont plein de ressources avec des recommandations auxquelles vous pouvez vous référer, et puis également l'assurance maladie ou la CRAMIF pour toutes les aides financières, par exemple.
Et puis, évidemment, nous-mêmes, au SIAMT, on a une équipe pluridisciplinaire avec des médecins, des infirmiers, des techniciens hygiène et sécurité ou des assistants en service de santé au travail qui pouvons aussi vous accompagner selon vos demandes, selon le type d'accompagnement que vous souhaitez pour acheter du matériel, pour faire des études de poste, que ce soit individuel pour des salariés qui auraient des problèmes de santé ou collective, si vous souhaitez mener une action de prévention un peu plus globale, faire des sensibilisations, donc soit pour les employeurs inter-entreprises, soit pour vos salariés intra-entreprises. On fait ça en présentiel ou à distance. Et puis, on peut faire aussi des métrologies pour l'ambiance sonore, l'ambiance lumineuse, l'ambiance thermique, puisqu'on a vu qu'il y avait aussi des pistes d'amélioration de ce côté-là, pour rédiger le document unique d'évaluation des risques professionnels ou votre fiche d'entreprise. Et donc, pour ça, n'hésitez pas à passer par le médecin du travail pour transmettre toutes vos demandes qui relaiera à l'équipe pluridisciplinaire. Voilà, donc vous remercie d'avoir participé au webinaire. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions et on reste disponible. Vous avez nos adresses mail si jamais il y a des questions subsidiaires. Merci pour votre participation et votre attention. Merci à tous. Excellente journée. Au revoir. Au revoir.